Quelle part vous donnez-vous dans cette pratique à la possibilité de cet autre de bouleverser votre discours? Par exemple, en Afrique, il y a une tradition de participation extrêmement intéressante, mais codifiée. Parce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle dans certains pays africains le sabé, qui est une chanson que tout le monde connaît, un refrain. Et soit le conteur peut la reprendre, lui, pour rassembler son public, non seulement d'ailleurs par les mots, mais par le fait qu'on chante, et qu'on chante tous ensemble, donc de respirer tous ensemble. Mais quelqu'un du public peut lui aussi proposer un sabé, inspiré par on ne sait pas quoi. Il propose, parce que peut-être lui s'ennuie, alors donc il chante le sabé, et tous les autres disent on le chante ensemble parce qu'on se rassemble. Là, il y a une fonction très très nette. Mais il y a même d'autres improvisations possibles. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un peut et demande la parole, il la demande. Il ne peut pas la prendre et interrompre le cours de celui qui est chargé de raconter. Et pour parler de l'autre, il est chargé de raconter, mais un autre pourrait l'être aussi. Il n'est pas habillé plus... Je parle de soirées, de veillées conviviales, parce qu'il y a d'autres fonctions aux conteurs et surtout aux griots qui sont plus importantes et là on ne lui demande pas d'improviser en plus, on lui demande de répéter, de rappeler l'histoire qui est nécessaire ou les phrases cérémonielles qui sont nécessaires. Alors, mais ce qui est manifeste, c'était dans une veillée bretonne, enfin dans un petit village breton, il y a c'est en 77 ou quelque chose comme ça. La tradition orale avait disparu de toute façon en Bretagne. On ne racontait plus que des récits facétieux. On chantait, on dansait, ça oui. Mais pour raconter des histoires, on ne racontait plus des contes merveilleux, des contes énigmatiques, on pourrait dire. Mais néanmoins, on s'était rassemblés. Et là, c'était... Et d'ailleurs, les sœurs Guadec en témoignent, ou d'autres, dans des soirées où on chante des guers. Il y a une foi commune, une méditation commune. On écoute, et d'une certaine manière, cette intégrité dont j'avais parlé tout à l'heure, tout le monde a la même. C'est-à-dire, celui qui parle, tout autant que celui qui l'écoute, se sent mis en cause. Et c'est une méditation, on pourrait dire. Et le conte devient comme une icône, comme on regarde les icônes. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, ça y est, je l'ai vu. Non, ça aide à poser une question et à la partager. Et après, les témoignages, je me souviens des conteurs qui avaient été enregistrés par le Musée des Arts et Traditions Populaires, disaient, je repartais de la ferme où j'étais allé écouter les contes, et dans le chemin creux, je revoyais les personnages qu'on nous avait de l'histoire qu'on nous avait racontée, et je m'interrogeais, et le lendemain, et le surlendemain encore, en travaillant ou en labourant, je repensais à l'histoire que j'avais écoutée, qui m'éclairait ou me posait des questions que je me posais moi-même. Qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là? Il y a une attention donc qui est donnée, silencieuse. En fait, d'une certaine manière, c'est le prix le plus grand que puisse demander quelqu'un qui pose une question ou qui s'exprime, c'est d'être écouté. C'est quand même une contribution vivante, c'est ça là.